Bienvenue sur Géopolitis. À quoi sert donc l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Que prévoit de nos jours ce traité qui ne concerne pas ou qui ne concerne plus que le nord de l'océan Atlantique? Quel est le rôle de cette organisation qui tout à la fois prône la paix et se donne les moyens de faire la guerre? Pourquoi, par exemple, l'OTAN est-elle encore présente en Afghanistan, mais ne veut pas s'engager en Syrie? Enfin, jusqu'où ira l'extension de cette organisation, d'ores et déjà aux portes de la Russie? Auparavant, c'était plus facile à comprendre. Auparavant, c'est-à-dire avant le grand chambardement, la chute du mur de Berlin, la fin du communisme et la disparition de l'URSS. Il y avait d'un côté le monde libre, avec comme ciment protecteur l'OTAN. Et en face, derrière le rideau de fer, il y avait les autres, les soviétiques et leurs pays satellites, unis par un pacte, le pacte de Varsovie. C'était simple parce que c'était figé. Tel n'est plus le cas. C'est cette situation que décrypte cette édition de Géopolitis. De nos jours, l'OTAN, c'est 28 pays, peut-être bientôt 29, avec une nouvelle nation invitée par l'OTAN à la rejoindre. Il s'agit du Monténégro. De quoi refroidir encore les relations déjà glaciales entre Vladimir Poutine et les chefs de l'OTAN. Moscou voyant dans cette énième phase d'élargissement une provocation, un empiètement délibéré dans sa sphère d'influence. Mais au fait, comment l'OTAN se définit-elle? Eh bien, dans ses textes fondateurs, il est dit ceci, je cite, « L'OTAN a pour but de promouvoir les valeurs démocratiques afin d'instaurer la confiance et de prévenir les conflits. » On le voit, c'est très large. Pour ce faire, l'organisation dispose de moyens politiques et bien sûr de moyens militaires. Et des militaires sous commandement de l'OTAN, il y en a actuellement 18 000 qui participent à diverses missions dans le monde entier, l'Afghanistan, le Kosovo, la mer Méditerranée, la Corne de l'Afrique, etc. Par ailleurs, les soldats sous bannière de l'OTAN assurent des missions de secours pour protéger les populations lors de catastrophes naturelles ou humanitaires. 32 missions et opérations au total. L'OTAN n'est pas prête à envoyer des troupes en Syrie, mais elle se déclare en revanche disposée à assister militairement un éventuel futur gouvernement en Libye. Bref, l'OTAN de la guerre froide, c'est fini. On y croit dur comme fer, le traité de l'Atlantique Nord aurait été créé exclusivement pour faire face à la menace soviétique. Mais ce n'est là qu'une partie de la vérité historique. La formation de l'Alliance était plus ambitieuse. Il s'agissait, oui effectivement, d'endiguer l'expansionnisme soviétique, mais aussi d'empêcher le retour du militarisme nationaliste en Europe grâce, effectivement, à une présence forte de l'Amérique du Nord sur le continent. Et enfin, troisième objectif, il était jugé nécessaire d'encourager l'intégration politique européenne. Voilà ce qui avait été convenu dans ce traité du 4 avril 1949, avec, on l'oubliera aussi pendant longtemps, avec ce très capital article 5 qui précise, je cite, qu'une attaque armée contre un ou plusieurs membres sera considérée comme une attaque menée contre tous. Un peu d'histoire. Lorsque l'Empire soviétique implose en 1991, on sait que le pacte de Varsovie va perdre toute consistance. À Bruxelles, au siège de l'OTAN, on va alors considérer avec la plus grande bienveillance la candidature des ex-pays de l'Est, avec en premier lieu, dès 1999, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. 5 ans plus tard, c'est le tour des pays baltes, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Roumanie de rejoindre l'organisation. À cette époque, on sait déjà que des promesses non écrites, mais formulées verbalement, ont été violées. Celles formulées devant des ex-responsables soviétiques au moment de la réunification allemande, promesse de ne pas accepter l'adhésion des ex-pays de l'Est ayant une frontière commune avec la Russie. Promesse non tenue qui va exaspérer Moscou alors que par la suite, ce sont l'Albanie et la Croatie qui vont rejoindre l'OTAN. Du coup, Moscou trace une ligne rouge lorsque, au sommet de l'OTAN, à Bucarest, il est bien précisé que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait effectivement répondre aux aspirations euro-atlantiques de la Géorgie et de l'Ukraine. En Afghanistan actuellement, la mission de l'OTAN mobilise quelques 13 000 hommes
à la demande expresse du gouvernement de Kaboul, une mission qui consiste à aider les autorités afghanes à appliquer les principes de l'état de droit. C'est là l'engagement opérationnel le plus important de l'Alliance. Au Kosovo, l'OTAN maintient 4800 soldats afin de continuer à assurer le maintien de la paix. Une présence qui se poursuit depuis bientôt 16 ans. Une mission, là encore, sous mandat de l'ONU. En Méditerranée, l'Alliance assure la détection et la dissuasion des activités terroristes, de même qu'au large de la Corne d'Afrique, elle lutte contre la grande piraterie maritime. Autres exemples de missions de soutien en Somalie, où l'OTAN appuie le travail des casques bleus de l'Union africaine. Un mot encore sur la situation actuelle en Syrie. L'OTAN exclut l'envoi de troupes au sol face à l'État islamique. Ce n'est pas à l'ordre du jour, a dit encore récemment le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. L'invité de Géopolitis, Arnaud de Tézac, vous êtes directeur des rédactions de Market Magazine et vous allez sortir un dossier très prochainement sur l'OTAN, le fonctionnement de l'OTAN, le rôle de l'OTAN. On s'y perd un petit peu. L'OTAN, c'est pour faire la paix, pour faire la guerre, pour faire des opérations de police. Des fois, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit. Il y a deux étapes dans l'OTAN. Il y a jusqu'à la chute du mur et après la chute du mur. Quand vous regardez le traité de l'OTAN, qui est très facile à lire parce qu'il fait quelques pages et il y a 10 articles, tout tournait autour d'une défense collective commune, on va dire sous commandement, ou en tout cas sous, on va dire, direction américaine. Et puis, chute du mur, qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, vous avez un certain nombre d'étapes qui commencent en 1991, et puis après le sommet de Washington en 1999, il y a eu la guerre des Balkans au milieu, et on confirme qu'il y a une nouvelle mission qu'on appelle non-article 5. Ça veut dire? Alors, l'article 5, c'est la légitime défense. On attaque un pays, solidarité, les autres viennent au secours. Si on en attaque un, c'est comme si on attaquait ce dont tous. on a parlé après le 11 septembre, voilà. Bien sûr. C'est la raison d'être d'origine, si vous voulez, du système d'alliance. Mais on a dépassé ça. Et alors, on a inventé un concept qui s'appelle le non-article 5. Vous avez même des médailles de l'OTAN où il est écrit en agrafe non-article 5. C'est-à-dire que ça n'est plus une opération de défense, mais on se projette sur d'autres terrains. On a même utilisé le mot dans les documents officiels de l'OTAN de corps expéditionnaire. Ça rappelle quand même des drôles de souvenirs, alors, corps expéditionnaire. En langue française, ça fait oui. Français. En langue française, oui, mais chez les Américains, il n'y a pas ce passé de corps expéditionnaire colonial, si vous préférez. Oui. En tout cas, pas de la même manière. Et donc, le mot a été utilisé sans prendre garde, si vous voulez, à sa connotation. Et ça veut dire quoi? C'est les opérations de maintien de la paix, c'est les opérations de police. Et là, c'est ce qu'on appelle le out of area, dans le jargon de l'OTAN. On se projette en dehors. En dehors, notamment de l'Atlantique Nord. Et là, Nord, de manière offensive, on l'a bien vu. Qui c'est le chef à l'OTAN? Qui décide qu'on va envoyer des soldats de l'OTAN, par exemple, actuellement, toujours en Afghanistan, mais pas en Syrie? Qui décide? Alors, vous avez le papier et puis vous avez, on va dire, la pratique. Sur le papier, vous avez le Conseil de l'Atlantique, qui est l'organe décisionnel politique qui prend ses décisions par consensus. Donc, on se dit, on est protégé. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est un veto. Et ça n'avance pas. On ne vote pas. Alors ça, les gens ne le savent pas. Effectivement, quand on pense consensus et qu'on imagine veto, on voit un vote gens qui lèvent la main, et non pas du tout. Il n'y a pas de vote, aucun vote. C'est-à-dire qu'on se téléphone, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse ci, est-ce qu'on fasse ça? Oui, non, on négocie, et on arrive à un accord avec toutes les pressions possibles, bien qu'elles soient interdites et imaginables. Oui. Donc, mais si un membre n'est pas d'accord, alors qu'est-ce qui se passe? Ça bloque toute la machine et on décide de ne pas intervenir dans tel ou tel pays? Si un membre n'est pas d'accord et jusqu'au bout de la logique, ça veut dire avec toute la persuasion possible et imaginable, et vous imaginez... Vous voulez dire des pressions, quoi? Oui, on va dire ça très clairement. Oui. Eh bien, et qu'il y a un maintien, alors là, effectivement, ça bloque. Mais il faut quand même beaucoup d'efforts. Je reviens à ma question précédente. C'est qui le chef? Alors, si vous voulez, qui décide, sur le papier, le Conseil de l'Atlantique décide et les militaires sont normalement soumis à l'autorité du Conseil de l'Atlantique. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé à la création de l'OTAN? On a mis des bombes atomiques américaines. Il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, il en reste 150, 200. Toujours positionnées. Toujours positionnées en Turquie, en Italie, en Hollande, en Allemagne, etc. Sauf que ce sont des bombes atomiques qui sont américaines. Et le seul qui peut les déclencher, c'est le président américain des États-Unis. Par conséquent, le chef d'état-major américain, si vous voulez, le chef d'état-major de l'OTAN ne peut être que américain. Et au bout du compte, la hiérarchie militaire ne peut être que sous obédience américaine. Alors, entre parenthèses, ça explique aussi l'animosité d'un Vladimir Poutine vis-à-vis de l'OTAN. Parlons justement de l'élargissement. Il a raison, Vladimir Poutine, de hurler, si j'ose dire, parce qu'effectivement, les pays de l'OTAN, ceux qui adhèrent, se rapprochent assez curieusement des frontières russes. Est-ce qu'il a raison? Alors, moi, je rectifierai. Je ne l'ai jamais entendu hurler. Ce n'est pas quelqu'un qui hurle.
voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un... Il hurle en ce sens qu'il estime qu'on a trahi mais les promesses. pourquoi il n'hurle pas? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il place sa position dans quelque chose de plus large qui s'appelle le multilatéralisme. Oui. Et en fait, son discours, il est très clair. Il est de dire, si il n'y a qu'un seul qui est juge et parti, ça peut provoquer des problèmes. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Malgré tout, les opérations de paix sont des opérations de guerre. Ce sont des euphémismes. Et lui, il dit, si on continue comme ça et si personne ne le fait valoir, on peut aller dans des catastrophes plus importantes. Par conséquent, il y a la défense de ses intérêts nationaux qu'il sait gérer avec son armement. Et on l'a vu dans les opérations en Syrie qu'il en a surpris plus d'un. Oui. Il suffit de lire la presse militaire américaine, il y a eu un affolement. Mais si vous voulez, sur le plan plus géopolitique, ça s'intègre dans un discours qui est plus large, qui est celui du multilatéralisme. En un mot, est-ce qu'un jour on verra les forces de l'OTAN sous commandement des Nations Unies, avec l'aval ou pas des Nations Unies, intervenir en Libye ou en Syrie? Est-ce que c'est souhaitable? Excusez-moi, mais il y a eu un grand changement avec le sommet de Washington, mais même si ça a démarré avant. Le sommet de Washington en 1999, dit on s'en fiche de l'ONU. On décide par nous-mêmes. Il est dit textuellement, les actions et les intérêts de l'OTAN ne doivent pas être entravés par la bureaucratie onusienne ou par un droit de veto au Conseil de sécurité. Oui. On s'en est séparés. Ça c'est un grand moment quand même. C'est un moment ça s'est passé sur une moment de disruption, comme on dit maintenant de nos jours. Au début, quand il y a eu la guerre des Balkans, qui est illégale sur le plan du droit international, c'est unanime. Qu'est-ce qui a été dit? Formidable, on a travaillé ensemble en synergie, on a mis l'OTAN à égalité. Et puis après, on a dit on n'a plus besoin de l'ONU. En un mot, l'avenir de l'OTAN, c'est encore de s'étendre au niveau des pays. Déjà 28, peut-être bientôt 29, c'est ça son avenir? Alors, il est écrit noir sur blanc, justement, au sommet de Washington, la vocation de l'OTAN est celle d'une Europe entière. Merci, Arnaud de Tézac. Je rappelle que vous êtes directeur des rédactions du magazine Market Magazine, et puis vous préparez donc ce dossier sur l'OTAN. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Il y a donc 28 pays membres au sein de l'OTAN. Mais il n'y a pas que les membres, il y a aussi les partenaires de l'OTAN dont on ne parle pratiquement jamais. Et parmi ces partenaires, au nombre de 33, il y a la Suisse. Le programme s'appelle officiellement le PPP, Partenariat pour la paix. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle, qui s'était spectaculairement écarté de l'OTAN en 1966. Ce PPP, qui a débuté en 1994, permet aux pays non membres de partager des informations militaires et politiques avec les pays membres. Il y a donc des avantages manifestes à être partenaire de l'OTAN. C'est bien ce que se sont dit, outre la Suisse, des nations comme l'Autriche, la Finlande, l'Irlande ou la Suède. Mais le plus stupéfiant, c'est que parmi ces nations partenaires, il y a, sur le papier du moins, il y a la Russie. Quand on connaît les préventions actuelles de Moscou face à Bruxelles, on se dit que c'est là une situation géopolitique qui ne manque pas de saveur. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos remarques et réactions à cette thématique de l'OTAN, des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, notre séquence Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.